Voilà, c'est François d'Info Jeune. Alors du coup, cette vidéo c'est la suite de celle qui expliquait pourquoi c'était trop chaud le sommet européen de la dernière fois et pourquoi ça avait duré 90 heures. Franchement, si tu l'as pas vu, je suis sûr que tu vas rien catcher à tout ce que je vais te balancer maintenant. Donc si tu l'as pas vu, fonce la voir parce que là nous on est parti. Squalala, nous sommes partis. Bon, je te rappelle rapidement ce sur quoi nos dirigeants ils devaient se mettre d'accord au dernier sommet. En 1, t'avais le plan de relance de 750 milliards d'euros pour lutter contre la crise du Covid-19 qui allait se propager dans toute l'Union Européenne. Donc en gros, dans les 750 milliards, t'avais 500 milliards qui sont empruntés par l'Union Européenne. Tu te rappelles, les notes, la dette, les cotisations, les conditions d'octroi, tout ça. En 2, t'avais le budget pluriannuel de l'Union Européenne. Le Brexit, la fin des rabais, les conditions climatiques, tout ça, on s'en rappelle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? On va commencer tout simplement par le plan de relance. Les 750 milliards ont bien été votés. Bim, un point. Mais par contre, pour les 500 milliards, ça s'est vraiment moins bien passé. Ce qui a été décidé, c'est que le fonds emprunté par l'Union Européenne ne serait que de 390 milliards. Les 300 milliards restants sont sous forme de prêts classiques, tu connais, la dette des États, la notation. Du coup, les pays frugaux, ils ont accepté en partie un mécanisme dont ils ne voulaient pas à la base. Alors ils ont obtenu leur droit de veto, ils peuvent dire stop s'ils trouvent que les autres pays dépensent leur thune comme des cassos. Non, pas de droit de veto, mais un freinage d'urgence. En gros, ça permet à un ou plusieurs États, s'ils considèrent que les objectifs du plan de relance d'un autre État ne sont pas atteints, de demander que ce plan de relance soit réévalué devant le Conseil européen. Pour un plan de relance d'urgence, il y a un État qui peut dire stop. Ah, attends, on check si tout va bien, et d'ici 3 mois, peut-être ça passera. Ou pas. Quoi? Ou pas. Ouais, ou pas, évidemment, ou pas. Du coup, c'est pas vraiment un droit de veto, mais plutôt un droit de regard et de sursis. Pas très pratique pour un plan de relance d'urgence face à une crise. Mais alors pourquoi ils ont accepté alors qu'ils ont eu aucune des demandes qu'ils voulaient à la base? Bon, déjà, même si les pays frugaux ils ont pas eu tout ce qu'ils voulaient, ils ont quand même réussi à faire diminuer la part de l'emprunt de l'Union Européenne. Et ils ont aussi réussi à avoir un droit de regard sur la manière dont sera données les subventions. Mais c'est comme ça que ça se passe dans une négociation. Passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Ils ont lâché un peu de mou d'un côté, pour s'affirmer d'autant plus sur une autre position où ça sentait pas bon. Sur les rabais, bien sûr! Allez, on passe au budget pour que tu comprennes mieux. L'objectif du budget, c'était d'obtenir au moins 1100 milliards pour la Commission, ou 1300 milliards pour le Parlement, pour composer le budget de l'Union Européenne. Pour ça, il fallait compenser le Brexit, et certainement en finir avec les rabais. Et c'est un fail! Non, les rabais, ils n'ont pas été enlevés, ni même baissés. Ils ont été augmentés. Quand on t'augmente un rabais de cotisation, ça veut dire que tu payes moins. On se plonge rapidement dans les chiffres, histoire d'y voir un peu plus clair. Le Danemark rajoutera au budget 377 millions de moins que ce qui était prévu initialement. Les Pays-Bas, ce sera 1,92 milliard d'euros. L'Autriche, 565 millions d'euros. La Suède, 1,07 milliard d'euros. Seul le rabais de l'Allemagne n'a pas évolué et restera toujours à 3,67 milliards. Et t'as compris, hein, il y a beaucoup moins de thunes dans le budget. On y revient toujours, mais c'est toujours le même problème. À la place de ce qui était demandé initialement par la Commission et le Parlement, il n'y aura finalement que 1074 milliards d'euros. Alors tu pourrais me dire, oh ça va, entre 1100 et 1074, ça fait que 26 de diff, c'est pas la mort, non? Mais on parle en milliards. Ça fait 26 et 9 zéros derrière. C'est l'équivalent du salaire moyen d'un Belge qui aurait travaillé pendant 1444 ans. Et là, c'est seulement si on compare au budget qu'avait demandé la Commission. Parce que si on compare à celui qui avait demandé le Parlement, de 1300 milliards d'euros, tu sens bien que ça va pas aller. Et d'ailleurs, ça va pas manquer. Aussitôt l'accord signé, t'as des eurodéputés qui ont fait « What? On signe pas ça, nous ?» Parce que ouais, c'est le sommet et donc le Conseil européen qui décide d'un budget, mais c'est bel et bien le Parlement qui va voter pour savoir s'il est accepté ou non. Et là, on peut juste se dire que ça s'annonce vraiment compliqué.
Quand tu sais que les eurodéputés socialistes, Libéraux, démocrates, centristes, écologistes, gauchistes, radicaux et même de droite sont d'accord pour réclamer une augmentation du budget dans les domaines du climat, du numérique, de la santé, de la recherche, de la jeunesse, de la culture, des infrastructures, de la gestion des frontières et même du Fonds européen de la défense, bah... Et la fight Pologne-Hongrie contre climat UE, ça en est où? Alors là, on arrive dans ce que j'appelle le flou artistique. J'avoue, le budget aurait pu également être pris dans cette rubrique, parce que, bon, se mettre d'accord sur un budget qui finalement sera pas voté, ça relève un peu de la performance. Mais ça va plus loin que ça. D'un côté, on a Macron, Merkel et le président du Conseil européen qui disent « Pas de maille s'il n'y a pas d'état de droit et si elle n'est pas utilisée au moins à 30% pour lutter contre le réchauffement climatique. » Et de l'autre, tu as Orban et Morawiecki qui disent « Non, c'est nymphe, nous on a négocié et on n'aura aucun contrôle de comment on utilise nos boulasses. » Alors là, on sait pas trop. En vrai, qu'est-ce qu'il dit le texte? À la base, il était prévu d'avoir des sanctions pour les pays qui ne respecteraient pas l'état de droit. Sauf que dans le texte final, la procédure est plus du tout aussi claire et facile de mise en application. Un point qui reste donc flou, mais pas autant que le suivant. Mais d'où qui vient l'argent de la dette commune en fait? Bah ouais, l'Union elle fait un emprunt en son nom, mais elle doit bien le rembourser. Dans le document de l'accord, il n'y a qu'une seule source de financement à cet emprunt. C'est la création d'une taxe sur les plastiques non recyclés d'ici 2021. Sauf que là, ça coince. On parle quand même de 390 milliards, financés avec une seule taxe, ça passe pas. Alors il y a bien d'autres projets de taxes qui ont été mis sur la table des négociations, mais le truc c'est qu'il y a tout un tas de pays qui en veulent pas du tout de cette taxe européenne. Comment ils ont pu se mettre d'accord alors qu'ils savent même pas d'où ça vient les thunes? Tout simplement parce que l'accord prévoit que la dette mutualisée soit remboursée en 2027. Du coup, ils se sont dit, bah, d'ici là, on se sera mis d'accord sur des nouvelles ressources propres à l'UE. Là, autrement dit, là, on n'est pas d'accord, mais dans 7 ans, ça ira mieux. Entre nous, si ça n'a pas été cette fois-ci, dans 7 ans, autant dire que cet accord Véritablement historique. ben, on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc si je résume, ils ont décidé quoi en fait? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, lâchez un petit pouce bleu des familles, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo à tous vos amis qui pourraient l'apprécier et en tout cas on se revoit dans une prochaine. Cette vidéo est un complément d'un article beaucoup plus complet et beaucoup plus détaillé où on essaye de t'expliquer clairement et sur un avis un peu plus neutre tout ce qui s'est passé pendant ce Conseil européen. N'hésite pas à aller voir les liens des sources dans la description. C'est important de checker les sources de ce genre de vidéos ou d'articles. Alors à ton esprit critique, tchuss!